c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. On l'a appelé comme on l'a appelé, hein, c'est comme ça. L'idée, c'est de discuter de façon un petit peu différente de sujets pour lesquels vous avez des cours dans d'autres occasions, pour des sujets pour lesquels vous assistez à des séminaires, et surtout d'essayer de discuter scientifiquement, c'est-à-dire pas de discuter avec des opinions, mais d'avoir une vraie discussion scientifique, de savoir ce qu'on sait vraiment et ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça que c'est une conversation, un chat, si vous voulez, mais c'est aussi un chat scientifique. C'est-à-dire, c'est un vrai, enfin, j'espère, on verra comment ça se passe, hein, un vrai lieu d'échange euh, pour, euh, pour justement discuter des choses, de choses un peu nouvelles ou un petit peu touchy, ou pour vous faire toucher du doigt qu'il y a certains sujets qui ne sont pas aussi vrais que vous pourriez le croire. Ou en tout cas qu'on n'en a pas la preuve scientifique. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'il peut y avoir des sujets d'intérêt scientifique qui sont en cardiologie congénitale pas abordés de façon complète. Donc, ce soir, l'idée c'est, en tout cas, moi c'est quand j'en ferai, j'essaierai. Après, je ferai les sujets qui peuvent m'intéresser, hein, personnellement. Après, on pourra aussi faire des sujets qui vous intéressent. Vous êtes force de proposition si vous le souhaitez. C'est de discuter du diagnostic prénatal et de savoir si le diagnostic prénatal… Vous voyez mon écran ou pas là? Oui. Ouais, okay. Oui. Okay. Oui. Parfait. Donc, de savoir si le diagnostic prénatal est quelque chose d'utile. Donc, si vous voulez bien, je fais une petite introduction sur le diagnostic prénatal et éventuellement comment les choses s'organisent, parce que le diagnostic prénatal, c'est quand même un gros business de la cardiologie pédiatrique et de la cardiologie congénitale. La question, c'est une question véritablement scientifique, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose pour les fœtus? Est-ce que ça sert à quelque chose pour les couples? Et je les évoquerai, même si je ne les ai pas cités, mais sinon je vous donnerai les références. Il y a même eu un papier il y a à peu près 25-26 ans d'un monsieur qui s'appelle Umberto Squarcia, qui était à Parme, qui était le chef de service de Parme, qui a dit que le diagnostic prénatal était utile pour la société et l'humanité. Donc c'était extrêmement prétentieux et c'est probablement complètement faux. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Mais avant, je veux juste vous remettre en tête le système du diagnostic prénatal des malformations cardiaques en France. Enfin, comment est-ce qu'on aboutit à un diagnostic prénatal des malformations? Qu'est-ce que ça représente comme quantité? C'est quoi l'efficience plutôt que je dirais l'efficacité ou l'utilité? Et ensuite, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et puis, on discutera après de savoir si vous pensez que ça sert à quelque chose ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut que vous lisiez pour être convaincu d'une chose ou de son contraire. Donc, en France, vous le savez très bien, il y a 3 échographies systématiques qui sont remboursées par la sécurité sociale. Et ces échographies, elles ont pour objectif de connaître le bien-être de la mère et du fœtus. Et pour ces échographies, il y a eu donc à 11 semaines, au moment de l'échographie morphologique entre 18 et 22 semaines, et à 32 et 34 semaines, un certain nombre de recommandations pour regarder le cœur. Et je vous les ai mises là pour l'observation de la coupe 4 cavités, l'enroulement du ventricule droit autour de l'aorte, la coupe des 3 vaisseaux, l'observation de la voie d'éjection du ventricule gauche. Tout ça, vous le verrez dans les cours spécifiques. On peut regarder ça sur des modèles, c'est extraordinaire. Et on aboutit à éventuellement la suspicion d'une anomalie. Donc cette anomalie, si on parle du cœur, la suspicion d'une cardiopathie chez le fœtus, qui va conduire en théorie à une expertise toujours par un dépisteur de niveau 2. Donc normalement, le fœtus et sa maman ne sont pas adressés directement dans le système à un cardiologue fœtal. Donc ça, c'est déjà une grosse anomalie en France parce que bien sûr, le business est beaucoup plus rentable en prenant les gens les moins compétents, c'est-à-dire ceux qui sont en première ligne,
et pour voir donc des faux positifs de diagnostic. Donc le respect de ce niveau 2 n'est pas très fréquent et donc, il permet d'alimenter en cœurs normaux l'échographie cardiaque fétale faite par des spécialistes qui normalement ne devraient pas être là puisqu'ils devraient être au niveau 3. C'est-à-dire qu'une fois que la confirmation d'une anomalie du cœur a été confirmée par un dépisteur, non pas par un spécialiste du cœur fœtal, à ce moment-là, on demande une expertise par un échographiste spécialisé dans l'examen du cœur fœtal, qui est le plus souvent également un cardiologue pédiatre. Donc c'est ça normalement le système. Et donc le filtre est très important puisque je ne vous montre pas les chiffres ici, mais vous pourrez les regarder. Il y a une littérature très très abondante des années 80 et 90 sur le fait que les faux positifs au niveau 1 représentent à peu près 15 à 20 fois les faux positifs du niveau 2. Donc si on est en cheville avec des gens de niveau 1, ben, on a 15 à 20 fois plus de patients à voir qui en plus sont des cœurs normaux, donc ça va assez vite. Donc, normalement, ça devrait être filtré pour en aboutir qu'à à peu près 3 à 4% de faux positifs. Mais ce n'est pas le cas en France. Donc normalement, si la cardiopathie est confirmée par le niveau 2 et qu'une échographie fétale est faite par l'expert, donc je reprends la fin de la diapositive précédente, c'est à ce moment-là qu'a lieu l'information sur le diagnostic et la confirmation du diagnostic, l'évocation d'un pronostic si cela est nécessaire, l'indication de faire un cariotype, si on est au deuxième trimestre, au premier trimestre, on peut en discuter, c'est une question d'ailleurs, et l'indication éventuellement ciblée à rechercher d'autres anomalies extracardiaques. Il peut y avoir une échographie morphologique au départ, mais dire, tiens, est-ce que vraiment on a regardé plus précisément ça si on évoque une cardiopathie syndromique particulière? Et ensuite, la décision va être la suite de l'histoire. Et donc, cette décision va être de savoir si la grossesse se poursuit. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir une organisation de la prise en charge périnatale, éventuellement avec le transfert in utero, etc. Et si la décision est d'interrompre la grossesse, comment est-ce qu'on le fait? On passe par un centre de diagnostic prénatal. C'est une décision théoriquement multidisciplinaire. Et puis, on fait l'interruption et les vérifications autopsiques si elles sont demandées après l'interruption. Alors, globalement, ça a été quoi l'évolution depuis le début du diagnostic prénatal? Le début du diagnostic prénatal, c'est 1978 en France. Hein, et donc, c'est Bernard de Getter, Laurent Fermont. Donc, c'est Strasbourg-Paris. Un petit peu avant, 77, Lindsay Allen à Londres. Et donc, ça a abouti à quoi? Très rapidement, on a fait, là, c'est hypoplasie du cœur gauche. La coupe 4 cavités, c'était la seule qui était demandée au début. Et vous voyez que dès la fin des années 90, donc dès la fin du siècle dernier, il y avait 90% de diagnostics. Aujourd'hui, c'est quasiment 100% d'hypoplégie qui sont diagnostiqués. Pour la transpo, les choses ont changé au milieu des années 90 parce qu'on a dit qu'il fallait regarder les gros vaisseaux. On est passé tout de suite à 70%. Aujourd'hui, dans certaines régions, on est à 90-95% de diagnostic prénatal de la transposition des gros vaisseaux. La tétralogie de Fallot, c'est la même idée, c'est-à-dire on regarde la voie d'éjection, on fait le diagnostic de tétralogie de Fallot. Donc on est passé tout de suite, quand on a rajouté la voie d'éjection dans les années 90 à 70%, on est toujours autour de 80% aujourd'hui. Et pour la coarctation, plus difficile, cardiopathie physiologique, on reste avec un taux de vrai positif de 50% aujourd'hui. Ça, c'est des données du registre de Paris, donc elles sont anciennes, mais elles sont assez parlantes. Si on regarde les données d'Epicard, qui sont des données entre 2005 et 2012, on voit que le taux de diagnostic prénatal dépend du type de cardiopathie, avec toujours, pour les cardiopathies où il y a un seul ventricule, 90% de diagnostic prénatal. Et pour les cardiopathies, pareil pour les hétérotaxies. Et pour les cardiopathies comme les communications interventriculaires, on voit que c'est juste 10% de diagnostic prénatal. On va dire que ça ne sert à rien, c'est de faire un diagnostic des communications interventriculaires. Justement, c'est la question de ce soir, à quoi ça sert un diagnostic prénatal. Mais on voit que pour les communications interventriculaires, c'est complètement nul. Hein. Bien sûr, pour les malformations qui sont des malformations vedettes, la double discordance, les ventricules uniques, la transposition des gros vaisseaux, les ventricules droits à double issue, le taux de diagnostic est très élevé. C'est de la région parisienne, hein, c'est pas toutes les régions comme ça. Il y a des régions où c'est meilleur que ça et d'autres où c'est bien sûr moins bon. Et puis, je vous ai mis à gauche le dernier chiffre, c'est si on regarde le taux de diagnostic prénatal, hein, c'est le pourcentage de diagnostic prénatal
en excluant les anomalies chromosomiques, c'est-à-dire des enfants qui auraient des signes d'appel extracardiaques ou des signes d'appel sur la nuque épaisse du premier trimestre, en fait, le diagnostic prénatal des malformations cardiaques, ça passe à côté dans 75% des cas. Ça diagnostique que 25% des cardiopathie congénitale. Donc, c'est ça l'état des lieux. Hein, c'est un état des lieux qui est très actuel. Hein, c'est des chiffres qui datent de 2010, 2012. Et donc, voilà où on en est. Donc, tout ça construit une organisation qui est peut-être intéressante, hein, qui a peut-être certaines utilités. C'est ça dont on peut discuter ce soir, qui est, voilà, c'est extrait d'un papier. Malheureusement, la référence a sauté en bas. Voilà, on fait le diagnostic, on parle au couple, c'est vachement intéressant. On fait des tests génétiques, on regarde en dehors du cœur. Il y a des spécificités légales en fonction des pays qui peuvent changer la façon de décider. On interrompt ou on continue la grossesse. Pour continuer la grossesse, on est super extra géniaux. On a des petits livrets, on explique tout très bien, on est extrêmement empathique et on a plein de compassion, on supporte la famille et on va arriver à faire naître un bébé au très bon endroit et à le prendre en charge de façon extraordinaire pour que ça aille très, très, très bien. Donc, c'est ça la légende du diagnostic prénatal. Il y a peut-être des choses vraies, mais ce que je voudrais discuter avec vous, c'est justement du fait qu'un certain nombre de choses sont fausses. Donc, la première question qu'on peut poser, c'est, en gros, ça correspond à quoi, si on parle de philosophie médicale, ça correspond à quoi le diagnostic prénatal des malformations cardiaques? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou quelque chose qui n'est pas bien? Et est-ce que si on définit pour parler de diagnostic prénatal, un de ses objectifs comme étant l'interruption de grossesse, et loin de moi l'idée d'avoir une conversation d'éthique, hein, j'en serais pas capable, c'est dire, bon, est-ce qu'on est bien sûr que le diagnostic prénatal, c'est quelque chose qui est prévu dans le parcours d'une femme ou d'un couple qui atteint un enfant? Donc voilà, moi je vous pose la question, c'est quoi l'impact du diagnostic prénatal sur l'interruption de grossesse et sur le nombre de naissances vivantes? Mais avant celle-là, on pourrait poser la question de est-ce que le diagnostic prénatal sert à faire le diagnostic des anomalies graves pour les interrompre? Est-ce que c'est un des objectifs prévus par le législateur? Donc, comme on est là théoriquement pour débattre, c'est vous qui pouvez prendre la parole. Moi, je n'ai pas une opinion arrêtée. Je peux commenter, mais ce n'est pas véritablement l'idée de ce genre de débat. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le diagnostic prénatal, est-ce qu'on peut dire qu'un des objectifs du diagnostic prénatal est de diagnostiquer les malformations les plus graves pour être capable de proposer au couple d'interrompre la grossesse? Est-ce que c'est un objectif prévu dans le diagnostic prénatal? Pas facile, hein? Pas facile. On a le droit d'avoir une opinion. Pour vous aider à commencer, je vais répondre à cette question-là. En tout cas, je vais vous donner mon sentiment. Le problème du diagnostic prénatal des malformations, c'est que ce n'est pas un objectif. C'est une conséquence délétère du diagnostic prénatal. Il n'y a que les dépisteurs ils ne sont pas à la chasse. Ils ne sont pas à la chasse à l'anomalie. Et d'ailleurs, quand on les forme, et si vous vous formez ou vous formerez un jour au diagnostic prénatal, en fait, la chose à laquelle vous allez vous former en premier, c'est à faire le diagnostic que le cœur est normal. Et donc, le principe du dépisteur, c'est de faire tout le temps des examens normaux, et que quand l'examen n'est pas normal, il donne l'alerte. Et il donne l'alerte à quelqu'un de plus compétent, et ça va aboutir, avec le système emboîté que je vous ai décrit là, à un diagnostic, et éventuellement après, à une discussion médicale. Mais le dépisteur est un échographiste, et d'ailleurs dans beaucoup de pays, et même en France, il
Les dépisteurs ne sont pas des médecins, ce sont des techniciens qui regardent et ils sont habitués à faire un diagnostic de cœur normal. Et quand ils voient que la coupe 4 cavités n'est pas normale, eh bien, ils ne donnent pas de diagnostic. Ils disent la coupe 4 cavités n'est pas normale. C'est une réponse technique. Donc, le fait d'identifier une malformation cardiaque, c'est un aléa. Et pas un but, c'est un aléa. C'est pas de bol, quoi. Merde, on voulait être sûr que tout va bien et il y a un problème. Donc après, il faut se démerder avec le problème. Et c'est ça le problème du diagnostic prénatal. C'est-à-dire que est-ce que c'est utile individuellement, pour un couple, pour une société, pour l'humanité, comme disait Umberto Squarcia. La question, c'est que est-ce qu'un inconvénient est quelque chose qui est utile? Voilà. Donc, je vous laisse commenter si vous le souhaitez. Parce que si on poursuit là-dedans, le diagnostic prénatal, si on dit c'est un inconvénient, on va dire ah bah oui, mais quand on diagnostique une hypoplasie du cœur gauche, qui est une cardiopathie de mauvais pronostic, et ça le reste malgré un certain nombre de progrès, c'est une chance de pouvoir offrir l'interruption de grossesse. Si on dit ça comme ça, un couple qui veut avoir un enfant dans une société, je dirais, comme la nôtre, pour ne faire aucune comparaison, dans une société comme la nôtre, on peut penser que la majorité des grossesses sont des grossesses qui sont prévues et désirées par les couples. Donc c'est une chance que cette grossesse, que pendant cette grossesse, on ait pu dépister une anomalie tellement grave que ce couple qui voulait un enfant puisse interrompre la grossesse. On dit comme ça fait un peu ridicule, non? Mais il ne faut pas que ce soit que moi qui intervienne, parce que vous avez le droit de contredire ce que je dis. Je vous provoque un petit peu, en fait. Vous m'entendez ou... Oui, je vous entends. Non, après, moi, je suis un petit peu d'accord avec vous. Effectivement, à partir du moment où, de toute façon, il y a des échographies qui sont obligatoires pour évaluer la vitalité, forcément, il va y avoir, de toute façon, des anomalies qui vont finalement s'imposer finalement aux échographistes, aux obstétriciens de premier ordre. Après, effectivement, arrêter ou pas la grossesse, ça, c'est quelque chose de très personnel et c'est un débat éthique sans avoir avec les parents et les différents intervenants. Mais moi, je pense plutôt dans le devoir d'information. C'est-à-dire qu'on a trouvé une anomalie. Effectivement, ça casse vraiment l'image du bébé parfait des parents. Après, la question, s'il faut vraiment le savoir avant la naissance ou pas, c'est vrai que sur les articles que vous aviez donnés, il y a aussi ces questions sur on va dire, la préparation à l'accouchement par les équipes, etc., sur les cardiopathies les plus sévères. Et puis, effectivement, il y a toute la question aussi du pronostic à long terme de l'enfant porteur de cette cardiopathie qui peut avoir plus de mal à l'école, sur son neurodéveloppement, être un petit peu en retard. Et donc, c'est vrai que le devoir d'information, du coup, ça impose finalement de confirmer l'anomalie que l'obstétricien peut ne pas savoir reconnaître parfaitement, mais donc par un cardiopédiatre qui fait de l'échographie fœtale. Et après, effectivement, le diagnostic, il est fait, et on est bien obligé de le donner aux parents, puisqu'ils ont, à partir du moment où le fœtus appartient à la mère, c'est elle qui doit avoir en priorité les informations, puisqu'on ne doit pas lui cacher des informations sur sa santé. Et après, c'est la discussion à avoir sur effectivement tous les aboutissants de cette découverte avec les parents et après de décider quoi faire. Mais voilà, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Mais... Si, c'est assez clair, mais tu vois que tu t'en mêles un peu les pinceaux quand même. Parce Ah bah que, oui, après, c'est pas une ligne toute droite, c'est pas... parce que l'idée, c'est de dire à quelqu'un, bon voilà, en fait, ce que je viens de faire, je suis allé chez vous, j'ai cambriolé, voilà, mais je suis loyal, hein. J'ai tout piqué, en fait, sauf une vieille passoire, parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. C'est un peu ça ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on lui donne une information, mais cette information, il faut qu'elle soit vraiment loyale et complète. C'est-à-dire, on donne tout, on dit, voilà, vous êtes dans la merde, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la merde, mais on va tout vous dire. Après, il y a aussi toute la question sur la prise en charge ultérieure, mais après, la question subsidiaire, si on ne leur dit pas, c'est la découverte aussi à la naissance, qui des fois peut être un choc, entre guillemets, un petit peu plus important quand même qu'avant la naissance. Donc... D'accord, c'est intéressant parce que justement,
ce que tu viens de dire là, par exemple, ça a été étudié, hein, et on peut en discuter un petit peu plus tard, mais on peut aussi l'évoquer maintenant. Par exemple, c'est faux. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un diagnostic prénatal d'une malformation grave avec un bébé qui naît vivant, hein, donc c'est dans une situation particulière, hein, diagnostic prénatal, malformation grave, cardiaque, bébé né vivant, donc ça veut dire tout ce que tu as dit, c'est l'accompagnement loyal d'une famille vers la naissance de l'enfant, fait que la rémanence de l'anxiété maternelle et des symptômes dépressifs maternels est prolongée de plus de 2 ans par rapport à une mère qui a un enfant qui n'a pas eu de diagnostic prénatal avec la même malformation grave et qui a le même parcours. D'accord. D'accord ? Donc, là aussi, par exemple, c'est une légende. De dire que c'est une chance psychologiquement de pouvoir se préparer à la naissance d'un enfant malade. Ça a été étudié dans des malformations cardiaques graves, hein, donc c'est peut-être pas vrai pour d'autres malformations. Je ne peux pas répondre à la question parce que je ne connais pas de science, d'articles là-dessus. Il y en a peut-être sur qu'est-ce qui se passe quand c'est une malformation pas grave, par exemple. Donc ça peut être un sujet qui est intéressant. Et pour balancer aussi ce que je dis, il y a un peu de contradiction si on parle par exemple de l'interruption de grossesse. Dans l'interruption de grossesse, quand on interrompt la grossesse pour une malformation cardiaque très grave ou grave, que le diagnostic est définitivement confirmé par l'autopsie du fœtus et que le risque de récurrence est estimé comme étant faible, donc ça fait beaucoup de conditions. À ce moment-là, l'anxiété maternelle persiste moins longtemps que quand un bébé est né vivant après un diagnostic prénatal. Donc, on parle d'une chose qui est particulière, qui est l'anxiété maternelle. Hein. Donc, c'est une mesure avec des échelles d'anxiété, anxiété, dépression, aux symptômes dépressifs. Donc, c'est un petit peu curieux que l'interruption de grossesse, en fait, laisse moins de rémanence que la naissance du bébé né vivant après un diagnostic prénatal. Et qui n'est pas mort. Hein. Mais voilà, donc il y a un certain nombre de contradictions. Tout ça pour dire que les conséquences psychologiques, en tout cas dans ce qui a été étudié, donc tout n'a pas été regardé, et justement, ça peut être des sujets intéressants pour vous. Les conséquences psychologiques ne sont pas notamment celles que intuitivement les docteurs pourraient penser. Donc méfiez-vous de ce genre d'affirmation que c'est une chance de faire le diagnostic prénatal parce qu'on va pouvoir se préparer à accueillir l'enfant malade. Ce n'est peut-être pas si vrai que ça. En dehors de l'accueil, vous m'entendez ? Oui. En dehors de l'accueil psychologique et de cet impact sur le couple, le diagnostic prénatal, je pense par exemple à la TGV ou à une tétralogie de Fallot, permet quand même de préparer la naissance et de préparer l'accueil médicalement, avec la mise en place ou par exemple sur la coartation, hein, la mise en place de prostine si besoin, pour éviter une hypoxie qui peut être prolongée s'il y a un retard de diagnostic, s'il y a un retard de prise en charge, éviter certaines les lésions, je pense à l'hypoxie principalement, et les lésions neurodéveloppementales que ça peut entraîner par la suite. J'imagine qu'en France, une TGV qui passe à l'AS, qui naît en niveau 1, elle a quand même, j'imagine, les mêmes chances de survivre qu'une TGV qui a été diagnostiquée en anténatal. Mais quelles sont les conséquences de cette hypoxie, d'un éventuel retard de prise en charge initiale sur l'enfant ? Sur la suite. Avant, je voudrais juste, parce que c'est un des sujets, mais j'y viens tout de suite après. Le premier, c'est il y a eu, au moment du diagnostic prénatal, une mauvaise publicité quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore des bébés cardiopédiatres, on va dire, et vous avez le sentiment que le diagnostic prénatal, c'est bien évidemment le parcours normal, c'est-à-dire qu'on fait le diagnostic chez le fœtus, on s'occupe du fœtus et de sa famille autour de la naissance et on le prend en charge très précocement. Il y a eu un moment où il y a des gens qui ont dit que le diagnostic prénatal, ça va ruiner les cardiopédiatres parce que tout le monde va être interrompu. Et donc, il va y avoir moins de cardiopathie. Et donc ça, est-ce que c'est vrai ?
Eh bien, quand on regarde les chiffres, oui, c'est vrai pour un certain nombre de malformations. C'est-à-dire que là, j'ai mis à droite les ventricules uniques, par exemple. Ça, c'est toujours des données de Paris, hein. Donc, c'est le registre Epicard. Les cœurs univentriculaires, c'est-à-dire anatomiquement ou fonctionnellement, c'est un peu moins de 2 tiers d'interruption. Donc, aujourd'hui, on sait, dans certaines régions du monde, en France, en Italie, dans d'autres pays, que en termes d'incidence, il y a une réduction très, très importante de la naissance vivante de cardiopathie univentriculaire. Est-ce que ça change la prévalence dans la population? Ben non, parce qu'avant, ils naissaient, mais ils mouraient tous. Ça ne changeait pas grand-chose. Donc voilà. Donc ça, en termes de prévalence des cardiopathies congénitales dans la population, oui, la prévalence de certaines cardiopathie a beaucoup diminué. Les anomalies de la jonction auriculo-ventriculaire, en fait, c'est ceux qui sont associés à des anomalies chromosomiques, c'est les CAV associés à des anomalies chromosomiques, qui sont interrompus, enfin, au total, dans les CAV, il y a environ 40% qui sont interrompus et c'est essentiellement lié à la trisomie 21. Donc oui, il y a beaucoup moins de CAV associés à la trisomie 21 qui naissent aujourd'hui. Mais globalement, les naissances vivantes avec des cardiopathies congénitales restent à peu près stables puisque l'influence en termes de nombre, là c'est des pourcentages, en termes de nombre absolu est faible pour ces populations-là par rapport à toutes les cardiopathies congénitales. Donc si on regarde ici, à gauche, c'est les interruptions de grossesse pour toutes les cardiopathies sans anomalie chromosomique, c'est 10% des cardiopathies qui sont interrompues. Et si on exclut si on regarde que les formes complexes, c'est-à-dire qu'on enlève les formes simples et les communications interventriculaires, c'est que 14% d'interruption de grossesse. Donc, il y en a relativement peu et c'est essentiellement lié aux anomalies, enfin il y en a peu, il y en a 1 sur 6, hein, mais qui sont liées à des anomalies extracardiaques ou anomalies chromosomiques, mais pour les formes ou à la complexité de la cardiopathie. Donc, l'influence du diagnostic prénatal sur l'incidence des cardiopathies à la naissance est très faible. Et donc, la question que tu viens de soulever, c'est, je reviendrai là-dessus après, c'est, et on va revenir là-dessus, c'est est-ce que le diagnostic prénatal change la mortalité? Alors, je vais essayer de trouver la diapo. Voilà. Et donc là, je ne sais pas qui parle parce que vous étiez plusieurs à être allumés, mais ce n'est pas grave. Est-ce que le diagnostic prénatal change la mortalité parce qu'on s'organise? Tu as dit 2 choses. Est-ce que ça change la mortalité parce qu'on s'organise super bien et que tout va aller bien et que les enfants ne vont pas mourir? Et puis effectivement, un point que j'évoquerai après qui est très très important, est-ce que ça change la morbidité? Est-ce qu'on est capable de démontrer que ça change la morbidité parce que on a moins de périodes d'hypoxie, par exemple, pour une transposition des gros vaisseaux, ou on a moins de défaillance circulatoire pour une coarctation qui n'aurait pas été diagnostiquée avant et qui arrive en défaillance multiviscérale. Donc, est-ce que le diagnostic prénatal change la mortalité? Ça, c'est une question importante. Donc j'ai mis, est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez, est-ce que vous imaginez ou devinez que le diagnostic prénatal change la mortalité, en particulier pour les malformations qui menacent la vie à la naissance? Intuitivement, on dit, est-ce qu'on va dire oui, est-ce qu'on va dire non? Moi, je dirais non. Moi, je dirais plutôt non quand même. Enfin, en tout cas, dans les pays occidentaux, dans les pays développés, on a quand même un système de dépistage de la maladie en post-natal et un système de prise en charge qui devrait en tout cas permettre d'amener rapidement à une prise en charge adaptée. On le voit, je pense aux maladies métaboliques et à d'autres types de maladies qui permettent donc diagnostic et post-natal et qui arrivent en service de réanimation et qui sont réanimés à ce moment-là. Après, est-ce que sans dépistage prénatal, si toutes les TGV arrivaient sans être prévues, sans être préparées, est-ce qu'il n'y aurait pas une augmentation de la mortalité? Je ne sais pas. Surtout la morbidité quand même qui doit, que j'imagine en tout cas, plus élevée chez ces patients-là. Alors attends, parce qu'il y en a qui sont arrivés, donc je vais leur permettre de parler, parce que sinon tout le monde ne peut pas discuter. Je suis désolé pour ceux à qui je n'avais pas donné l'autorisation de
de parler, mais vous pouvez maintenant, normalement. Tout le monde peut parler. Oui, donc effectivement, le commentaire, c'est celui-là, c'est-à-dire, est-ce que le diagnostic prénatal change la mortalité? Moi, quand j'étais chef de clinique, j'ai montré que le diagnostic prénatal diminuait beaucoup la mortalité de la transposition des gros vaisseaux. D'accord? Donc, tu vois, c'est quand même, donc c'est un papier de 1997, il y a 23 ans. Et en 2015, les Hollandais, donc c'est Anne Kleur, c'est l'équipe essentiellement d'Amsterdam, qui en Hollande c'est très centralisé, donc c'est une étude à l'échelle du pays. Ils ont confirmé que le diagnostic prénatal de la transposition des gros vaisseaux, dans un pays super organisé comme l'est la Hollande, réduisait la mortalité. Donc voilà, donc ce que tu viens de dire, c'est pas vrai dans la transpo, mais en fait c'est vrai. C'est-à-dire que si on change d'époque, et c'est là aussi il faut faire un petit peu attention, si on change d'époque, et donc là on a pris des données de EPICA, donc c'est la région parisienne, et sans rentrer dans les détails de ce papier, le diagnostic prénatal n'a aucun intérêt dans dans la mortalité, c'est-à-dire que ça ne réduit pas la mortalité des cardiopathies univentriculaires kinèse vivantes, de la transposition des gros vaisseaux, de la tétralogie de Fallot ou de la coarctation de l'aorte. Et effectivement, une des explications non démontrées scientifiquement est qu'il y a une sensibilité au diagnostic des cardiopathies congénitales en salle de naissance ou en maternité qui est forte, avec beaucoup de pédiatres dans les maternités en France, des circuits d'adressage qui sont courts, peu de trajets des enfants qui sont dans des situations de péril, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à montrer ce bénéfice qu'intuitivement on peut imaginer à faire le diagnostic prénatal. Mais donc ça c'est vrai, et ça peut avoir une autre explication. Si on retire ces cardiopathies spécifiques, quelle pourrait être l'explication au fait qu'on n'arrive pas à montrer que le diagnostic prénatal réduit la mortalité de cardiopathie qui menace la vie. Alors que normalement, en termes d'organisation... Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un biais en fait, sur le fait que ça soit réalisé sur une étude de Paris et pas sur une ville plutôt de la campagne périphérique? Quel type de biais, par exemple? Est-ce qu'on peut dire qu'à Paris, en fait, qui est proche de tous les grands centres dont fait partie la cardiopathie, un cardiologue congénital, qui pourrait du coup permettre une réanimation apte par rapport à une campagne où c'est un pédiatre ou un médecin traitant d'une maternité? Ouais, donc ça c'est vrai. Donc c'est vrai, et je te montre tout de suite là aussi un papier avec ce qu'on appelle un forest plot à droite là, qui est c'est une méta-analyse. Donc une méta-analyse, ça veut dire que ça prend, il y a plein de papiers dans cette méta-analyse, c'est un papier chinois. Et donc c'est un papier qui regarde dans plein de pays, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, quelques pays africains, mais il y a peu de données de registre, des pays européens, l'Asie, en particulier la Chine, et quelques papiers australiens. Et il montre là que quand on regarde à l'échelle mondiale, et pas à Paris uniquement, eh bien, il y a quand même un effet sur la mortalité dans la transposition des gros vaisseaux, mais c'est le seul. On voit ici le plot qui est à gauche de la ligne, donc ça veut dire qu'il y a un effet, ils ont mis le prénatal à gauche, postnatal à droite, il y a un effet positif du diagnostic prénatal sur la réduction de la mortalité. Donc effectivement, il y a certainement des disparités interrégionales qui font que l'impact sur la mortalité n'est pas facile à montrer. Donc il est possible qu'il ne soit pas vrai dans certaines régions qui sont bien organisées en termes de circuits de patients, comme tu viens de dire, et d'autres qui ne le soient pas. Donc là, je vous ai montré 3 papiers à la suite. Le premier, dans ces régions parisiennes, on montre qu'il y a un effet sur la mortalité. Le deuxième, ces régions parisiennes, mais 20 ans plus tard, il n'y a plus d'effet. Et si on fait une méta-analyse, c'est-à-dire un peu le monde entier, des papiers choisis quand même,
on voit qu'il y a un effet sur la mortalité dans la transposition des gros vaisseaux, mais qui n'existe pas dans l'hypoplasie du cœur gauche, dans la coarctation ou dans d'autres malformations complexes. Mais il y a un autre facteur que la région et sa densité d'experts, on va dire, parce que effectivement, en Afrique subsaharienne, ou même dans certains pays du Maghreb que je connais bien, il n'y a pas de diagnostic prénatal, donc on ne voit pas de transpo. Ils sont tous morts. Donc c'est sûr que si on fait le diagnostic prénatal, ça va réduire la mortalité. Si on est capable d'avoir un circuit après d'organisation de la naissance, bien sûr. Donc il y a quand même une logique, mais dans les pays développés, cette logique n'est pas respectée. Peut-être dans certaines régions, l'est-elle encore, cette logique est-elle respectée? Vous pouvez prendre la parole directement. Vous pouvez lever la main, mais vous pouvez prendre aussi la parole directement. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, j'aimerais rajouter une chose, c'est sur les études qui ont été menées aussi, comment a été le pourcentage de mortalité, comment il a été pris en considération également. Parce que si on regarde une différence de pourcentage de mortalité entre un diagnostic prénatal, entre tous les diagnostics prénataux et postnataux, dans les diagnostics prénataux, j'imagine que des cardiopathies complexes type d'hypo-VG sont plus facilement diagnosticables en prénatal du fait des signes d'appel échographique, et cette population-là a un risque de mortalité postnatale, j'imagine, plus important aussi. Exactement, donc c'est ça que je voulais faire dire, c'est effectivement ça c'est l'argument le plus important, et ça c'est ce qu'on trouve dans pas mal de papiers, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur la mortalité quand on regarde de façon globale. Donc c'est pour ça que nous, on avait essayé de regarder cardiopathie par cardiopathie. Je vous ai montré ce que ça donnait. Et donc, quand on regarde de façon globale toutes les cardiopathies congénitales, eh bien, effectivement, les cardiopathies univentriculaires sont diagnostiquées beaucoup plus fréquemment. Et comme elles ont un pronostic qui, pour un certain nombre d'entre elles, est sombre, elles meurent plus. Et donc, on a un effet contre-intuitif du diagnostic prénatal qui peut même aboutir à augmenter la mortalité. Il y a quelques papiers comme ça qui ont montré que le diagnostic prénatal des malformations cardiaques dans leur ensemble augmentait la mortalité dans certaines régions du monde, et en particulier aux États-Unis. Et donc, il y a eu des débats très chauds pour dire, vous voyez bien qu'il y a un effet négatif. Mais si on est capable de faire un tri entre les malformations, justement de regarder des malformations plus spécifiques, on peut peut-être voir un effet. Donc là aussi, il faut faire ce que je veux vous transmettre comme message, c'est qu'il faut être prudent dans l'interprétation. Et effectivement, il faut se dire qu'il peut y avoir des choses qui sont contre-intuitives, et je viens de vous donner un effet. Il faut être critique dans la lecture de ce qui est dit. Il faut faire attention aux déclarations qui sont des déclarations péremptoires, non fondées sur des données scientifiques. Mais il faut aussi se dire que si le diagnostic prénatal n'a pas fait la preuve qu'il y avait une réduction de la mortalité globale, il y a toujours des cardiopathies qui ne sont pas diagnostiquées en anténatal et qui sont en péril dans des maternités lointaines, qui sont loin de centres spécialisés, et que peut-être il faut déployer de façon conjointe, continuer à faire du diagnostic prénatal pour dépister les malformations graves, c'est une chose, mais aussi continuer à dépister en maternité et en salle de naissance des cardiopathies congénitales, en particulier des cardiopathies cyanogènes, par exemple, la mesure de la saturation, qui n'est pas obligatoire en France, mais qui l'est dans un certain nombre de pays. Donc, est-ce qu'il faut être militant ou pas sur ce sujet-là? C'est, à mon avis, un sujet que vous aurez à débattre dans les années qui viennent sur le territoire français. Mais c'est un truc important. Donc, là, on voit que, c'est juste pour vous montrer un autre papier chinois sur la mortalité, que quand il y a peu d'accès au diagnostic néonatal, et c'est le commentaire que l'une d'entre vous a fait, là, et qui est aussi tout à fait exact, eh bien, quand il y a peu d'accès au diagnostic prénatal, ou que les gens sont éloignés, eh bien, ou peu d'accès aussi aux soins néonatals, je devrais dire, plutôt qu'au diagnostic prénatal, ben, le diagnostic prénatal réduit la mortalité. Donc, en gros, je vous donnais l'exemple d'un pays que je connais, par exemple le Maroc. Si on fait du diagnostic prénatal, c'est sûr qu'on va avoir des transpositions des gros vaisseaux. Alors que si on n'en fait pas, on va en voir quasiment jamais. Donc là, on va avoir une réduction de la mortalité. Mais pour savoir si les patients sont morts, il faut que les études soient faites en population. Parce que ça aussi, c'est un autre biais quand vous lirez les papiers. Si c'est des papiers de centres tertiaires, la question c'est, ils ont vu les morts, que les morts dont ils sont au courant. Donc les morts qui sont arrivés chez eux,
ou les morts dont on leur a parlé. Mais il faut que ce soit des études en population, c'est-à-dire qui identifient tous les morts partout pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet ou qu'il y a un effet du diagnostic prénatal. Alors, maintenant, si on fait du diagnostic prénatal des malformations, on a dit que ça n'a peut-être pas d'effet sur la mortalité, ça en a peut-être dans certaines malformations. En tout cas, c'est un sujet qui reste vivant. C'est quoi le principal facteur de mortalité néonatale après un diagnostic prénatal, à votre avis? Le type de cardiopathie? Ouais. Ben, quoi d'autre? Après, dans des papiers que vous nous aviez donnés, justement, il parlait de la présence tout simplement d'autres malformations extracardiaques, donc évidemment syndrome polymalformatif et justement d'une cardiopathie, voilà, surtout univentriculaire. Ouais, donc un type de... Ouais, donc les deux facteurs, c'est effectivement, vous avez tous les deux raison. Donc il y a d'autres papiers, ça c'est des papiers de chez nous, c'est pour ça que j'ai la diapo. Mais il y a d'autres papiers qui disent exactement la même chose. Donc, à droite, c'est ce que vous venez de dire, c'est les malformations extracardiaques, c'est les courbes de survie. Hein. Donc, en vert, on voit que quand il y a des malformations extracardiaques, il y a beaucoup plus de mortalité, quelle que soit la cardiopathie sous-jacente. Et ajusté aussi sur la cardiopathie univentriculaire ou biventriculaire, c'est vrai. Et les cardiopathies qui sont dépendantes pour la perfusion systémique, c'est-à-dire essentiellement les cardiopathies obstructives du cœur gauche, comme l'hypoplasie du cœur gauche. Donc, effectivement, par contre, les autres types de ventricules uniques, c'est-à-dire ductodépendante pour la perfusion pulmonaire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un facteur de risque de mortalité. Donc, en gros, les deux principaux, c'est l'hypoplasie du cœur gauche et les malformations extracardiaques. En France, on ne peut pas faire de statistiques, mais à votre avis, c'est pourquoi? Ça, c'est un papier français. Ce n'est pas vrai dans tous les pays, sauf pour les malformations extracardiaques. Mais en France ou en tout cas en région parisienne, pourquoi est-ce que ce sont ces deux cardiopathies, enfin ces deux problèmes qui créent la mortalité? Bon, c'est pas facile à trouver, donc je vais le dire pour qu'on puisse parler d'autre chose. C'est parce que c'est essentiellement dans des populations qui n'interrompent pas la grossesse pour des raisons religieuses et qui décident du traitement compassionnel néonatal. Donc, c'est pas du tout fondé vraiment sur le type de cardiopathie ou sur le fait que les malformations extracardiaques augmentent la mortalité, puisque ça le fait aussi dans des malformations extracardiaques qui n'ont aucune conséquence néonatale. C'est essentiellement parce que ces familles ont choisi initialement de ne pas interrompre la grossesse, mais qu'ils ont choisi de ne pas prendre en charge chirurgicalement l'enfant et de l'accompagner à la naissance. Alors, avant de continuer sur la suite, je voudrais juste qu'on discute d'un point que je pense important, et juste pour discuter d'un problème qui est aussi la façon d'appréhender la lecture de certains manuscrits. Je reviens un peu sur l'interruption de grossesse ou sur la décision de poursuivre la grossesse ou sur la façon de parler aux parents en anténatal, qui est quelque chose d'important par rapport à aujourd'hui, qui pourra faire l'objet d'un séminaire. Si vous avez fait un diagnostic de cardiopathie univentriculaire, d'accord, et que vous considérez que faire un diagnostic de cardiopathie univentriculaire a un impact positif, comment est-ce que vous allez balancer dans votre discours les informations pronostiques entre les différents types de cardiopathie univentriculaire? Donc là, je viens de vous dire que l'hypoplasie du cœur gauche, il s'y est fait beaucoup de morts, quoi. Donc, vous faites un diagnostic de cardiopathie univentriculaire, les parents vous disent « nous, on veut poursuivre la grossesse ». Qu'est-ce que vous allez, quels vont être vos arguments pour dire que les choses vont être plus ou moins favorables? Une question pas facile. Bon, avant ça, pendant que vous réfléchissez, je vous montre cette diapositive
Voilà, donc la France elle est championne du monde de foot, mais si vous regardez ce papier, qui est un papier, je crois que c'est dans Circulation, donc c'est Hélène Dolk qui est irlandaise et qui s'occupe du registre Eurocat, hein, qui est le registre des malformations, pas que les malformations cardiaques. Et donc, ils ont fait un travail européen sur interruption de grossesse et cardiopathie congénitale. Et quand on regarde interruption de grossesse et cardiopathie congénitale, donc c'est pour les formes de cardiopathie grave, hein, c'est-à-dire en noir, c'est les cardiopathies univentriculaires, et en gris, c'est les cardiopathies sévères qui vont nécessiter qu'on les opère. Ils ne sont pas vraiment en danger à la naissance. Et on voit qu'en France, eh bien, on a un taux d'interruption de grossesse qui est, pour les cardiopathies sévères, dans ce travail qui date un peu, hein, mais c'est à peu près 30%. Et donc, on est les grands vainqueurs, parce que vous voyez que, par exemple, en Irlande, il y a 0. Pourquoi il y a 0 en Irlande? Parce que l'interruption de grossesse, c'est interdit, hein, enfin, à l'époque. Maintenant, ils sont en train de discuter. En termes de proportion, c'est semblable à d'autres pays, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même, en pourcentage de diagnostic prénatal, 75% de patients diagnostiqués en anténatal qui naissent, hein, en gris. Donc là, c'est pour vous montrer une sorte de paradoxe de l'interprétation entre les pays sur l'impact sur la mortalité. Si vous faites le diagnostic de 100% des hypoplasies du cœur gauche et que vous en interrompez 50%, la mortalité périnatale, c'est 50% de morts. On est d'accord? Donc la mortalité entre grossesse et naissance, enfin, période néonatale, c'est 50%. Et après, c'est la mortalité au-delà de la chirurgie. Donc, si vous diagnostiquez seulement 20% des hypoplasies du cœur gauche et que vous interrompez tout le monde, bah, la mortalité périnatale est plus basse quand même, ça fait 20%. Donc, ces papiers-là d'Eurocat, c'est que de la mortalité périnatale et qui dit que la France est le champion du monde de l'interruption de grossesse. Mais c'est faux. En fait, on est très très loin d'être les champions du monde de l'interruption de grossesse parce que nous, on diagnostique 100% des cardiopathies graves ou pas loin 90%, alors que la plupart des pays, c'est 20%. Donc ça, c'est aussi une difficulté d'interprétation dans ce sujet-là. Et là, je vous montre un autre papier. Je pense que j'ai la référence, j'ai aussi zappé. Donc on voit là aussi hein, que c'est France, c'est Rhône-Alpes, je ne sais pas pourquoi c'est Rhône-Alpes, mais on voit ici que voilà, le diagnostic prénatal, c'est très très important et qu'en fonction des pays, il y a des pays où il n'y a quasiment pas de diagnostic prénatal, y compris en Europe. Et si vous regardez l'Arkansas, ici, voilà, il y a 12% ou 15% de diagnostic prénatal des malformations. Donc, ce que je voulais vous faire dire sur les cardiopathies univentriculaires, vous faire réfléchir là-dessus, c'est voilà ce qui se passe en termes de décision de poursuivre ou d'interrompre la grossesse aux États-Unis après un diagnostic de cardiopathie univentriculaire. Quand le ventricule unique restant est plutôt gauche, il y a 90% de naissance. Quand il est plutôt droit, mais considéré à faible risque, voilà, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, bon, ben, il y a à peu près ça de survie, pardon. Et quand il est plutôt droit à haut risque, c'est-à-dire hypoplasie du cœur gauche, il y a plutôt ça. Et ça, c'est le facteur déterminant de la décision, enfin cette courbe-là, c'est le facteur déterminant de la décision des parents d'interrompre ou de poursuivre la grossesse. Mais quand on regarde les facteurs de risque de mortalité postnatale des fœtus avec une cardiopathie univentriculaire, bah, on trouve qu'effectivement, la seule chose qui compte, c'est de savoir s'ils ont un hypo-VG ou s'ils n'ont pas un hypo-VG. D'accord ? Donc, toutes les discussions prénatales, et c'est là aussi où je veux que vous soyez prudents à l'avenir, toutes les discussions prénatales extrêmement détaillées sur le pronostic en disant cette forme-là plutôt que cette forme-là, ça va aller bien ou au contraire, ça va aller mal, c'est du flan. Sauf pour une cardiopathie qui est l'hypoplasie du cœur gauche. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances. D'accord ? Donc, l'autre sujet que je voulais aussi aborder avec vous, pardon, il faut que je m'en aille de là. Là, pour ça, il faut que je fasse pour sortir.
Excusez-moi. Je vais repartager mon écran. C'est bon là, vous le voyez? Ouais. Oui. Donc, quel est le facteur le plus important pour décider de poursuivre ou d'interrompre une grossesse quand on a fait le diagnostic d'une cardiopathie univentriculaire? J'aurais pu mettre n'importe quel type de cardiopathie, mais il s'avère que le papier est sur les cardiopathies univentriculaires. Donc, à votre avis, je viens d'insister, par exemple, sur le fait que l'hypoplasie du cœur gauche, c'est la forme la plus grave. Ce n'est pas pour ça que si des parents veulent poursuivre la grossesse, il faut les convaincre du contraire et ne pas les accompagner vers le traitement de l'enfant. Je ne dis surtout pas ça, mais pour vous, quel est à votre avis le facteur qui vous dit, le facteur immédiat ou éventuellement le facteur que vous prédisez, qui dit, ça ne devrait pas aller, donc je vais être plutôt négatif, là ça devrait aller, je vais être plutôt positif. C'est quoi qui est le plus important et qu'est-ce que pensent les parents, à votre avis, quel est le facteur le plus important pour vous et pour les parents dans cette décision? Ça va être quelle est sa... Pardon, tu voulais parler? Ah, ouais. J'allais dire, ça va être sa vie future, donc finalement, la notion de qualité de vie. Par exemple, si un fond de temps, là, il se met à avoir des entéropathies et tout, clairement, c'est pas une vie comme tous les autres enfants. Voilà. D'accord. Ok, donc la qualité de vie, ok. Autre chose? Donc, tout le monde dit c'est la qualité de vie. Donc le truc le plus important. Ouais. Allez-y. Oui, parce qu'en fait, je pense que quand c'est du côté des parents, en tout cas, ça va beaucoup dépendre de la façon dont le pédiatre ou la personne qui a fait le diagnostic va leur présenter les choses aussi, parce que quand on part du principe que les parents, certes, ils vont probablement se renseigner eux-mêmes de leur côté avec les moyens sur Internet, etc. Mais on part du principe que si les parents ils connaissent pas de base la médecine et les conséquences médicales, un des facteurs principaux pour les parents, ça va être la façon dont le médecin va leur présenter les choses et si le médecin a l'air optimiste ou pessimiste et à quel point il les encourage ou pas à poursuivre la grossesse. D'accord, donc là, il y a deux notions qui sont très importantes sur lesquelles il y a de la littérature. La première, c'est, dans ce que vous avez dit, c'est parce que vous n'avez pas osé dire quel était pour vous le truc le plus important. Sauf peut-être la qualité de vie, on peut dire que, effectivement, vous considérez que, enfin, pour ceux qui ont répondu, que la qualité de vie est le truc le plus important. La quantité, par exemple, ce n'est pas important. Donc, en tout cas, vous ne l'avez pas dit comme facteur important. Et ensuite, la deuxième chose, qui est un deuxième sujet, je pense, mais qui est aussi très, très intéressant, c'est de quelle façon le discours médical va orienter la suite de l'affaire. Donc, par exemple, quand moi j'ai insisté sur l'hypoplasie du cœur gauche, ça veut dire, je ne sais pas si c'est vrai quand je fais des entretiens, mais il est possible que je n'ai pas tout à fait le même langage, ni le même langage corporel en face des parents quand je parle d'une atrésie tricuspide ou d'une hypoplasie du cœur gauche. C'est tout à fait possible parce que j'ai un a priori sur le devenir différentiel entre ces cardiopathies. Mais je vous montre le résultat du travail. Donc ça, la première ligne, ici, la première colonne, c'est ce que dit le cardiologue. Donc pour le cardiologue, les trucs qui sont importants, c'est la qualité de vie, vous l'avez dit, et ce qui va être con. Voilà. C'est les trucs, donc s'ils sont cons, il faut interrompre, et s'ils ont une mauvaise qualité de vie, il faut interrompre, pour parler rapidement, parce qu'on ne dit pas il faut interrompre, ce n'est pas du tout comme ça qu'on parle. Pour les parents, c'est quoi les choses les plus importantes? C'est aussi la qualité de vie, ça c'est vrai. C'est beaucoup l'idée religieuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'interrompre la grossesse, c'était le facteur décisionnel majeur, donc c'est un tiers des cas. Mais si vous regardez bien, la quantité de vie, c'est aussi un truc important. Ça, nous, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des devins, mais c'est un élément important et il faudra que vous réfléchissiez à savoir comment vous allez parler de la quantité de vie. Parce que parfois, quand vous annoncez des choses horribles, avec élégance et tact, j'espère, que vous ferez comme ça,
eh bien, il faut parfois se dire que raconter simplement que le bébé va vivre pendant une semaine, parce que la première des craintes des parents, c'est les mères qui répondent essentiellement ici, c'est est-ce que mon enfant va vivre jusqu'à la naissance au moins? Donc c'est 27% des cas, donc c'est presque autant que le facteur religieux. Et donc au total, vivre, simplement vivre, pas obligatoirement bien, c'est le truc le plus important, et pour les docteurs, hein, c'est minimal. Voilà. Bon, bah, s'il meurt tôt, ça fera moins mal que s'il meurt plus tard. Donc faites un petit peu attention à ça. En tout cas, vous pouvez lire ce papier hein, qui est dans Congenital Heart Disease. Et essayez de couper vos micros si vous ne parlez pas, et de les rallumer pour parler. Sinon, ça fait de l'écho pour tout le monde, je pense. Et donc, la quantité de vie qui paraît pour des médecins, moi le premier, hein, j'essaye d'en parler maintenant, mais on n'en parle pas souvent, c'est un facteur important de la une information importante qui doit être donnée aux parents. Voilà. La mortalité globale, on s'en fout un petit peu. D'accord? Donc, maintenant, si on continue un petit peu le sujet, si on parle comment dire, de mortalité, si on dit que la mortalité, ce n'est pas très important, alors est-ce que la morbidité, c'est important? C'est ça le truc, est-ce que la morbidité, c'est important? Donc, c'est certainement le sujet, et ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, il faut vraiment que la personne qui a son micro en marche, voilà, je vais couper. Mais vous pouvez parler, hein, mais il faut allumer le micro. Donc, la morbidité, c'est un truc important. Donc, la question, c'est est-ce que le diagnostic prénatal réduit la morbidité en organisant correctement la naissance? Est-ce que vous pensez que cette affirmation est vraie? Oui. Oui. Donc, je vais la formuler différemment. Encore une fois, hein, je n'ai pas toutes les réponses. Hein, on est là pour débattre de ça. Donc, quand on fait le diagnostic prénatal de la transposition des gros vaisseaux, on va dire, dans des pays développés, bien organisés, ce n'est pas évident que c'est un impact sur la mortalité. Donc, ça a un impact sur la morbidité parce qu'on va faire court. Et comme on va faire circuit court, c'est comme la map. Hein, donc, les trucs vont être plus frais, quoi. Donc, le bébé va être plus frais, il va moins mourir. C'est quoi la mortalité préopératoire d'une transposition des gros vaisseaux de diagnostic prénatal? Je fais le diagnostic prénatal. C'est quoi la mortalité chirurgicale de la transpo? La mortalité chirurgicale de la transpo dans les centres qui ont une vraie expertise chirurgicale, c'est 1% de mort. Hein, transpo simple, transpo CID. 1% de mortalité. C'est quoi la mortalité entre la naissance et l'opération? S'il n'y a pas de diagnostic prénatal, la mortalité préhospitalière de la transposition des gros vaisseaux dans les séries historiques, c'est à peu près 5% de morts. Maintenant, c'est moins vrai, hein, c'est plutôt 1% de morts. Ben, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que j'ai mis les chiffres, mais je ne suis pas sûr, sinon je vous le dis, voilà. Peut-être que je l'ai mis après. La mortalité de la transposition des gros vaisseaux entre la naissance et l'opération de chirurgie cardiaque, quand il y a un diagnostic prénatal, c'est même un peu plus, c'est 1,2-1,3% de morts. Voilà. Donc, c'est presque plus que la mortalité chirurgicale. Donc, quand vous annoncez en anténatal que le diagnostic prénatal réduit la mortalité, en tout cas, c'est une chance parce qu'on va s'organiser, ça va être vachement bien. Il ne faut pas oublier de dire qu'il y a la mortalité chirurgicale, mais il ne faut pas oublier. Il faut encore une fois annoncer ça avec tact, mais qu'il y a aussi une mortalité préopératoire. Hein.
cette mortalité préopératoire, elle est essentiellement liée à des complications néonatales qui ne sont pas toujours complètement attendues. Hein. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Et ensuite, il y a des patients qui vont naître avec des malformations qui sont potentiellement ductodépendantes. Par exemple, la tétralogie de Fallot. La tétralogie de Fallot, là, c'est une série de chez nous, 287 naissances de tétralogie de Fallot. On est intervenu avant qu'il rentre à la maison dans 4% des cas. C'est tout petit hein, comme intervention. Ça veut dire qu'on a fait 287 transferts in utero. Dans 283 cas, c'était inutile. Bon, donc ça porte à réfléchir quand même hein, sur pourquoi, parce qu'on les a transférés in utero, parce qu'on a pensé que peut-être il y avait un risque de ductodépendance de la malformation. Donc, dans la transposition des gros vaisseaux, le diagnostic prénatal n'élimine pas la mortalité préhospitalière, hein, pas du tout. Nous, on a une série, c'est des chiffres de mon service aussi, on a plus de 1200 transpos diagnostic anténatal. Donc, c'est une vraie mortalité. Hein. Et dans la tétralogie de Fallot, potentiellement ductodépendante, ben, on n'est intervenu qu'une fois sur 25. Hein. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, en gros, si on fait naître 25 tétralogies de Fallot dans le service, une fois par an, on en a un qui est ductodépendant. Donc, est-ce que ça vaut le coup sur le plan médico-économique dans une cardiopathie où la ductodépendance pourrait peut-être être diagnostiquée ailleurs, d'organiser un transfert in utero qui a éventuellement sa propre morbidité. Voilà. En tout cas, ça peut permettre de prévenir les équipes, même si on ne les fait pas naître forcément dans un niveau 3 centre spécialisé en cardiologie pédiatrique. Ouais. Ça peut permettre de prévenir aussi les équipes qu'il y aura éventuellement un besoin de prostine à la naissance. Et voilà, enfin, tout à fait. Limiter encore une fois l'ischémie périnatale et le retard de prise en charge de l'instauration de la prostine. Tout à fait. Alors, donc là-dessus, il n'y a pas de travaux, mais je pense que c'est un travail très intéressant à faire parce que c'est un travail de rééducation. C'est un travail de rééducation parce que, mais c'est une excellente suggestion. Hein. Aujourd'hui, il y a un message qui est fondé sur ce que tout le monde manipule plus ou moins bien, qui est le principe de précaution, qui dit, même si c'est une fois sur 25, je vais m'organiser comme ça. Alors, ce n'est peut-être pas vrai dans toutes les régions, mais nous, on a déjà essayé à plusieurs reprises de faire ça, c'est-à-dire de dire, non, la tétralogie de Fallot, elle va naître dans la maternité de banlieue parisienne, où il y a des gens très compétents, qui est une maternité de niveau 2, il n'y a aucun problème. Voilà, il suffit de regarder, si l'enfant a une saturation supérieure à 70%, il peut y rester, parce que ça lui fait au moins un QPQS à 1,5, et comme ça, on a le temps de le voir en consultation tranquille, quoi. Bon, quand l'enfant est né à 2h du matin, à 2h40 du matin, il est dans le service. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une vraie rééducation, parce qu'on prévient les équipes, et en prévenant les équipes, dans la plupart des cas, ils transfèrent l'enfant en postnatal. Donc, ça vous regarderez ça, parce que c'est peut-être pas vrai partout. En tout cas, dans la région parisienne, c'est très, 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 très compliqué. Et donc, le pis-aller, et pour ne pas transporter les enfants au milieu de la nuit, c'est de les faire naître dans des centres où il y a de la cardiologie. Mais vous voyez, c'est un impact médico-économique qui est mauvais. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que vous devriez, comme future génération de cardiologues congénitalistes, modifier pour que les choses évoluent de façon différente, parce qu'il y a aussi une morbidité au transfert in utero qui est peut-être liée à d'autres choses. Donc, l'autre façon de réduire la morbidité, c'est éventuellement, donc on a parlé des interventions immédiates, vous avez vu dans la tétralogie de Fallot, il n'y en a pas beaucoup. Dans la transposition des gros vaisseaux, il y en a, mais ça n'empêche pas une morbidité et une mortalité néonatale pré-chirurgicale.
Et donc, il y a un facteur qui est utilisé comme argument aussi, c'est de dire, en fait, le diagnostic prénatal, c'est imparfait. Donc, on va faire naître dans un centre expert et comme ça, on va faire un diagnostic parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire en gros, celui qui a fait le diagnostic, il a dit, bon, c'est une cardiopathie obstructive du cœur gauche, le ventricule gauche il est un peu petit, il y a peut-être un obstacle sous-aortique, il va peut-être développer une coarctation. Allez, j'ouvre le parapluie, le parachute, je mets des bretelles et tout ça, et il va naître dans le centre de cardiologie. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai et que ça sert à quelque chose? Avant de parler de naissance dans un hôpital qui serait plus apte à l'accueillir, est-ce qu'il, dans un premier temps, il ne le redirige pas déjà vers un autre spécialiste qui est peut-être un échographiste un peu plus expérimenté pour faire une échographie, pour avoir un deuxième avis, ou même plutôt en fonction du moment où il a fait l'échographie et que les anomalies sont apparues, le recontrôler un peu plus tard, rediriger vers un autre échographiste qui contrôlera cette échographie un peu plus tard, plutôt que tout de suite. Alors ça, c'est intéressant ta remarque là, parce qu'il y a deux choses intéressantes. La première, c'est est-ce qu'il faut un niveau 4? Est-ce qu'il faut un niveau d'expertise au-delà de l'expert? Ça veut dire que l'expert, il n'est pas expert. D'accord? Donc, les deux choses intéressantes, c'est pas inintéressant d'avoir un deuxième look, mais normalement, ça s'appelle de la dichotomie. D'accord? On n'a pas le droit en France d'avoir un deuxième look. Quand on est spécialiste, on regarde un patient, on ne le partage pas. On l'adresse. On le confie. Ça ne se passe pas comme ça. C'est de la naïveté. Mais c'est une naïveté, je dirais, intéressante. Hein. Mais donc, ça ne se passera pas comme ça. Ça, c'est une première chose. Mais peut-être faut-il imaginer un niveau d'expertise au-delà du diagnostic d'expert. Ça alourdit beaucoup le processus, c'est coûteux. Il faut montrer que c'est efficace. Ça peut être un sujet de recherche. Et l'autre chose, c'est sur je dirais l'autre question, c'est sur le transfert in utero. Est-ce que le transfert in utero, c'est un transfert pour faire naître ou un transfert pour avoir cette expertise? Là aussi, c'est un problème organisationnel en France, enfin un peu partout, hein, auquel vous pouvez peut-être réfléchir. Mais en tout cas, imaginez qu'il faut critiquer l'expert, ça veut dire que l'expert n'est pas un expert. Hein. Donc ça, c'est pas un bon système. Donc, par contre, rajouter une couche dans l'idée d'avoir des informations d'une haute précision à un fort impact organisationnel, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça n'a pas été montré. Je vous montre les chiffres du diagnostic prénatal et de l'influence, enfin des discordances entre le prénatal et le postnatal et de l'impact sur la prise en charge. Donc, quand on regarde les choses, on voit que ici, un diagnostic complètement différent, c'est 3% des cas. 3% des cas, ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? C'est pas du tout ça, hein, d'accord? Le diagnostic, c'est pas du tout ça. On a dit aux parents, votre bébé, il a une transposition des gros vaisseaux, et à la naissance, il a une double discordance. Donc, c'est pas du tout ça. Les vaisseaux sont certes transposés, mais c'est pas du tout ça. Donc, bien évidemment, c'est énorme, hein, d'accord? Donc, le diagnostic prénatal, et la remarque sur l'expertise est parfaitement juste. Le diagnostic prénatal, et là, c'est un système à 4 étages. Hein, c'est chez nous. Donc, ça veut dire que nous, il y a l'expertise de l'expert. Donc, malgré ça, il y a 3% de diagnostics totalement erronés. Donc, un diagnostic totalement erroné, ça veut dire que tout ce qu'on a dit aux parents est faux. Donc, vous imaginez l'impact sur ces 3%? On a dit la mortalité, c'est 1%, et là, en plus, il y a 3% d'erreurs graves.
Maintenant, est-ce que les diagnostics partiellement différents avec un impact majeur sur la planification, c'est-à-dire on a dit on va opérer votre bébé à la naissance, ah ben non, 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 pas du tout, non, 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 ou alors on va l'opérer une fois et tout va aller bien, non, en fait on va l'opérer 4 fois, on va lui mettre une prothèse. Donc si on additionne les 3 plus les 7, ça fait 10 à 11%, donc on va dire 10%, une fois sur 10, ce que vous avez raconté, c'est pas vrai, pas vrai du tout. Est-ce que excusez-moi, est-ce que dans ces chiffres, il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était une cardiopathie très grave et finalement, Ouais. c'est… Ouais. C'est marqué à droite, c'est une très bonne question. Donc, ce qu'on voit, c'est que, et ça tempère ce que je viens de dire sur les 10%, c'est à partir d'une échelle de score de sévérité, qui est une échelle en 6 groupes, hein, qui a été publiée par une équipe américaine, mais qui est parfaitement cohérente et qu'on peut tous adopter. Et donc, on voit ici que, en gros, -1 + 1, ça veut dire, on a dit que ça change, dans la grande majorité des cas, ça ne change absolument rien je dirais, au groupe pronostic. D'accord ? Et donc, c'est beaucoup plus grave, très rarement, c'est le petit histogramme orange, là, la petite barre orange, et c'est nettement meilleur, rarement. D'accord ? Donc, en gros, ce n'est pas extrêmement grave en termes de pronostic global de la malformation. Mais par contre, en termes de parcours de l'enfant, de pronostic global de la malformation, a priori, hein, d'accord ? A priori, c'est-à-dire l'enfant n'est pas rentré dans le parcours de soins. Donc, mais par contre, ce que vous avez raconté, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas très grave en termes de pronostic global. Donc, il y a des erreurs ou des discordances, je devrais dire plutôt que des erreurs, ou des difficultés à faire certains diagnostics précis, et elles ont un impact modéré ou faible sur le pronostic, dans un sens ou dans un autre, un peu mieux, un peu moins, beaucoup, beaucoup mieux ou beaucoup moins. Mais par contre, elles ont un impact important, ou en tout cas majeur, sur la prise en charge, on va dire, dans la première année de la vie, puisqu'on n'a regardé que jusqu'à la fin de la première année. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, effectivement, peut-être que une des utilités du diagnostic prénatal associé au transfert in utero, donc ce n'est pas vraiment le diagnostic prénatal, c'est une sorte de dépistage prénatal, ce n'est pas du tout de la cardiologie fœtale, hein, c'est une sorte de dépistage qui a un problème, et ensuite on va vraiment faire le diagnostic après la naissance, et en faisant vraiment le diagnostic après la naissance, on va faire ça. La question c'est, et j'ai pas mis la diapo je pense, c'est que c'est exactement la même chose pour les cardiopathies qui ne naissent pas, enfin c'est pas tout à fait les mêmes chiffres, mais c'est les cardiopathies qui ne sont pas transférées in utero, donc qui sont considérées comme ne posant pas de problème à la naissance, bah, ça marche aussi, hein. Bien que là, ce n'est pas 10, mais on a regardé, on n'a pas écrit de papier, mais c'est 7% des cas. On dit que tout va aller bien, ils peuvent naître dans la maternité d'origine, puis en fait, c'est une urgence vitale immédiate, dans 7% des cas. Donc, voilà, là aussi, il y a une ambiguïté. Qu'est-ce qu'il faut transférer ? Les phallos, c'est bien utile, 4%. Bon, on va garder tous les CAV, a priori, sans anomalie associée, dans leur maternité d'origine, mais celui qui aura malheureusement l'interruption de Cross associée, il va éventuellement être en grand péril loin d'un centre spécialisé. Ce sont des raretés, donc ce sont des informations, encore une fois, je ne vous donne pas une réponse, hein, ce n'est pas facile à manipuler. Voilà. Donc il n'y a pas une seule vérité. Dans les séries qui ont recours à l'interruption médicale de grossesse, on a aussi est-ce qu'il y a des séries autopsiques qui montrent qu'il y a des différences aussi Donc dans ce papier qu'on a publié il y a quelques années, mais il y en a un autre de l'équipe hollandaise de Leiden aussi. Il y a dans les interruptions de grossesse, c'est rare, mais c'est à peu près, si on regarde les diagnostics totalement différents, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de cœurs normaux qui ont été interrompus dans la série de chez nous, alors qu'on avait dit que c'était une cardiopathie grave. Mais par contre, il y a des cardiopathies considérées comme, décrites comme étant dans des formes extrêmement sévères et qui ne l'étaient pas. Mais il y avait aussi d'autres choses, hein, ça marchait dans l'autre sens aussi, des cardiopathies
qui était décrite comme potentiellement réparable, mais que les parents ont choisi d'interrompre, qui s'avérait en fait beaucoup plus grave. Et si on rajoute les malformations extracardiaques dans l'interruption, le taux d'erreur, le taux de discordance, je ne devrais pas dire erreur, ce n'est pas une vraie erreur, mais le taux de discordance ou d'imprécision du diagnostic prénatal approche plus les 40% pour les interruptions. Mais on est à un terme plus précoce, il n'y a pas eu plusieurs échos. Dans le travail que je vous montre là, on a tenu compte de la dernière description échographique ou de la plus performante. Voilà. Donc, mais pour les interruptions, il y a beaucoup plus de discordance. Donc c'est aussi un problème. Qu'est-ce que vous appelez la plus performante? C'est-à-dire qu'on a choisi, c'est-à-dire que quand au 3e trimestre, l'expert échographiste disait conditions d'examen difficiles, à ce moment-là, on prenait celle d'avant. Parce que vous savez qu'on doit écrire sur le compte-rendu d'échographie quelles sont les conditions d'examen. D'accord ? Sur le compte-rendu d'examen d'échographie fétale, on doit dire si les conditions sont optimales, bonnes, médiocres ou mauvaises. Ça veut dire qu'on ne voit pas, par exemple. Donc, on n'a pas toujours pris la dernière parce que la qualité de l'examen échographique n'est pas toujours la meilleure quand on est à 35 semaines. Par exemple, parfois, c'est beaucoup mieux quand on est à 27 semaines. Donc, on a pris la plus performante dans le sens où celle pour laquelle celui qui avait fait l'examen était le plus confident en anglais, c'était le plus confiant dans son interprétation de ce qu'il voyait, ce qu'il ou elle voyait. Donc, c'est ça qu'on avait choisi dans ce travail. Ça, c'était de la méthode. Mais c'est éventuellement aussi quelque chose qui est tout à fait critiquable. Donc, la morbidité, c'est quelque chose qui est important. Les indications du transfert in utero, je pense que vous avez encore du travail sur un plan à la fois scientifique et organisationnel. La prédiction des devenirs précoces, là aussi, il y a du travail qui nécessite probablement d'optimiser beaucoup la technique de diagnostic prénatal. Donc, maintenant, il y a une autre question, et qui va peut-être être la dernière, c'est est-ce qu'on peut prédire le pronostic tardif à partir de l'échographie cardiaque fétale? Autrement dit, quand vous allez faire des entretiens prénataux, quand vous allez faire de l'échographie fétale, vous allez faire de l'annonce, puis après vous allez faire de la deuxième annonce ou de l'organisation périnatale, vous allez parler avec les familles, parfois de façon collective, parfois de façon individuelle. Est-ce que vous êtes capable de raconter l'histoire jusqu'au bout? C'est ça la question. Est-ce que quand vous racontez l'histoire, vous dites, bah voilà, oui, c'est une coarctation, on va l'opérer, ça va aller vachement bien, puis après, bon, il peut avoir un petit peu d'hypertension, on fera attention à la bicuspidie, etc. Est-ce que tout ça, vous pouvez vraiment le raconter? En tout cas, est-ce qu'on a pu montrer que les choses pouvaient être prédites globalement ou individuellement avant la naissance, ou est-ce que tout ça, c'est juste un conte de fées? Je pense que plus on s'éloigne, plus on fait d'erreurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas, comme disait Niels Bohr, la prédiction du futur est très difficile, c'est ça? Oui. Il peut survenir d'autres événements que ceux qui sont liés à sa cardiopathie. Ah ouais, mais quand même, les parents ils vont dire, mais alors, est-ce qu'il pourra faire du sport? Est-ce qu'il va aller à l'université? Si on répond à chaque fois, je ne sais pas. Et quand on connaît, c'est honnête. Après, quand on connaît un petit peu le diagnostic, qu'on sait vers quoi on s'oriente sur une cardiopathie univentriculaire, sur un phallo, sur des choses comme ça, on a quand même une certaine expérience de ces pathologies et on peut se permettre de donner prudemment, évidemment, prudemment et en expliquant aux parents qu'on n'est pas sorcier et qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut quand même aiguiller les parents sur ce genre de pronostic, notamment la pratique du sport ou non. D'accord. Donc, oui, la réponse est vraie et on va donner des réponses qui sont des réponses statistiques. D'accord ? C'est ça le truc qui résume ce que vous avez dit, qui est parfaitement juste. C'est-à-dire qu'on n'est pas devin, mais on va quand même accompagner avec une information statistique. Alors, on peut dire beaucoup, un peu, rarement, etc., plutôt que de donner des chiffres, parce que les chiffres, effectivement, comme les parents regardent sur les réseaux sociaux ou Internet, ils vont critiquer vos chiffres. Donc, moi, par exemple, j'essaye de ne pas donner de chiffres, sauf quand les parents l'exigent, ce qui est rare. Généralement, les
les quantités, enfin, les termes qualitatifs suffisent, mais vous ferez comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise. Ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que les réponses statistiques sont toujours fausses là-dedans. Par exemple, si je vous montre cette diapositive, voilà, donc c'est la mortalité chirurgicale. On a parlé un petit peu de la mortalité préopératoire, c'est la mortalité chirurgicale de la transposition des gros vaisseaux. Donc vous savez que la mortalité chirurgicale de la transposition des gros vaisseaux, c'est, encore une fois, on pourrait faire tout un séminaire là-dessus, c'est en partie lié aux anomalies coronaires associées. En partie, hein, c'est pas complètement vrai, mais c'est en partie. Admettons que ça soit vrai. La question, c'est donc, quand je parle d'un couple qui attend une transposition simple des gros vaisseaux, ce que j'ai fait à midi, là, moi, j'ai dit, il y a une mortalité très, très faible. Le papa m'a demandé combien, la maman m'a demandé combien, j'ai dit 1% de mortalité chirurgicale. Bon, ben voilà, c'est pas vrai du tout, parce que la mortalité chirurgicale, elle est liée dans la majorité des cas à, pas dans tous les cas, c'est pas le seul facteur, mais au fait qu'il y a des difficultés de transfert des artères coronaires. Et donc, pour autant, est-ce qu'il faut essayer de diagnostiquer la distribution coronaire avant la naissance? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que si vous dites qu'il y a une mortalité de 1% dans la transposition des gros vaisseaux, chez un enfant qui a une distribution coronaire normale, vous êtes assez proche de la réalité, mais c'est probablement moins que 1%. Par contre, vous êtes excessivement optimiste s'il s'agit d'une anomalie coronaire, en particulier avec un trajet intramural, où la mortalité va être beaucoup plus importante que 1%, on dit plutôt 5-6%, dans beaucoup de séries, pas dans toutes, et la morbidité coronaire va être aussi beaucoup plus importante. Donc, comment est-ce que vous allez manipuler ça? Parce qu'on a commencé tout à l'heure, la première intervention, c'est de dire, en fait, le diagnostic prénatal, après, il va falloir être loyal, il va falloir tout dire. Pour savoir Après, pour tout dire, il faut tout savoir. on peut aussi dire que en l'état actuel des choses, sur un enfant qui n'est pas encore né, la mortalité est variable selon la répartition des coronaires. On peut dire que c'est aux alentours d'1% si le pattern coronaire est normal et qu'elle est plus élevée si c'est anormal. On peut aussi laisser la place, on peut laisser deux options aux parents, enfin qui ne sont pas des options, mais deux possibilités aux parents à explorer en leur disant, voilà, on verra à la naissance comment sont les coronaires. Donc, on est effectivement honnête, loyal, on leur dit, on ne sait pas. Ouais. On leur dit, on ne sait pas. Mais ça veut dire aussi qu'on leur ment. D'une certaine façon. On leur ment par omission. Donc, on a parlé des discordances ou des imprécisions du diagnostic. Quand on fait le diagnostic de transposition des gros vaisseaux en anténatal, aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut voir les coronaires de temps en temps, on ne les voit pas très bien, il y a très peu de papiers, il n'y a que 2 ou 3 papiers qui décrivent la distribution coronaire en anténatal. Vous imaginez que le risque que ce soit discordant avec le diagnostic postnatal est encore plus élevé que pour des choses plus faciles à voir. Donc ça veut dire quand même qu'il faut manipuler le mensonge par omission. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire que la mortalité sera 1, j'aurais pu prendre un autre exemple, sera 1 ou 10. Et à ce moment-là, ça doit vous faire réfléchir aussi à un truc qui est, très bien, je fais le diagnostic de transposition des gros vaisseaux, et les parents me disent, oh là, votre truc coronaire, là, ça m'inquiète beaucoup, donc je veux interrompre la grossesse. Ben oui, ils vont interrompre la grossesse. S'ils ont compris que la mortalité, c'était 10%. C'est énorme, la mortalité de 10%. C'est 3 fois plus que la mortalité globale dans mon service. Donc voilà, l'accompagnement, c'est aussi de dire qu'il y a quand même plus de chances que ce soit une distribution modale. Non, enfin... Ben oui, mais si on dit c'est une transpose CIV coarctation avec une coronaire type C intramurale. La mortalité, là, c'est souvent 10% et dans les meilleurs centres du monde. Donc, bien évidemment, on va tempérer tout ça parce que vous êtes médecin et vous allez
utiliser, vous serez loyaux, vous aurez, j'espère, de l'empathie et de la compassion, et vous arriverez à accompagner les parents en leur faisant comprendre qu'on ne sait pas tout et que le risque est peut-être plus élevé dans certaines situations dont que vous n'êtes pas capable d'anticiper. Donc ça, c'est vrai. Mais il faut quand même savoir qu'on manipule des statistiques, hein, et que même dans une cardiopathie très générique comme la transposition des gros vaisseaux, quand on me force à dire un chiffre, je dis 1%, ben, je suis un gros menteur. Voilà. Je suis un vrai menteur. Mais je le sais. Je le sais. Et on peut rectifier le tir après la naissance. Mais on faut savoir que le diagnostic prénatal ne permet donc pas de prédire le risque, hein. Donc la mortalité, pas beaucoup, enfin, ou presque pas. La morbidité, il y a beaucoup de questions, en particulier qui sont dépendantes de l'organisation. Et prédire le risque du geste qu'on propose, non plus, hein. Donc, on peut avoir du travail. Je vais terminer pendant les 2 minutes qui restent, parce qu'après, il faut que j'aille faire la transe. Est-ce que, si on ne peut pas... selon le schéma théorique. Est-ce que vous pourriez répéter? Je crois qu'il y a eu un souci de Oui, micro. je n'ai pas entendu non plus. Ouais. Est-ce qu'on peut prédire que le patient va être réparé et comment? J'ai mis la diapositive. Vous avez une cardiopathie congénitale, on va dire peu importe, là j'ai mis un exemple, on s'en fout un peu, et vous dites, voilà, alors on va d'abord faire ça, après on va faire ça, puis après on va faire ça, puis après ça va aller bien, il va jouer au foot et il ira à l'université, où voilà, elle sera brillante, elle deviendra avocate et une tennisman extraordinaire. Après, Donc, ça dépend de la dépend de la- pathologie. Par exemple, le VDDI, ça va vraiment dépendre de la position de l'aorte, de l'artère pulmonaire, et effectivement, de savoir s'il y a possibilité de faire une réparation à rêve ou des réparations extracardiaques où il faudra faire un tube intracardiaque. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Dans certaines pathologies, c'est un peu plus facile. Mais... D'accord. Et donc, est-ce que le diagnostic prénatal aujourd'hui, alors il y a des malformations où on va dire, bah oui, quand on a une transposition des gros vaisseaux, de toute façon, il faut faire un switch. Donc, à la limite, si on est dans une situation super extramerdique, on peut retomber vers un Senning. D'accord. Mais la réparation, ça va être un switch. Mais là, tu as évoqué ventricule droit à double issue. Donc, est-ce qu'en anténatal, on est capable de prédire qu'on va faire un rêve, une rotation conotroncale, un Bex Nikaido, un switch avec une tunisation VGA ou VGAP ou une IVR? Alors moi, je ne pense pas. Après, je me trompe peut-être, mais ça va dépendre finalement au moment où on va l'opérer, vraiment des mesures qu'on va faire à ce moment-là pour guider le chirurgien dans la réparation. Mais en prénatal, ça me paraît hyper compliqué, et même en postnatal immédiat. En postnatal immédiat, je veux dire, enfin, après la naissance, il y a un moment, il va quand même falloir savoir ce qu'on fait à l'enfant, hein. Donc, ça, c'est un truc important, parce que si on ne sait pas, il faut le confier à quelqu'un d'autre. Mais en prénatal, et c'est ça le sujet aujourd'hui, et je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là après, la réponse c'est on ne sait pas. En tout cas, si on prend l'exemple du ventricule droit à double issue, on ne sait pas. C'est-à-dire que la prédiction du type d'opération en anténatal, c'est catastrophique. Ce que je veux dire, c'est que c'est catastrophique et c'est aussi quelque chose qu'il faut manipuler, parce que si on dit bonjour madame, bonjour monsieur, voilà, votre enfant il a un ventricule droit à double issue, mais en fait, il y a 2 ventricules et tout ça, on va le réparer, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais vous connaissez, vous, les statistiques et les résultats de la rotation conotroncale ou ceux du Bex-Nikaido, ou si on est avec un Rastelli et qu'on met un tube à 2 ans? Donc, autrement dit, vous ne savez pas raconter l'histoire en anténatal. Alors, en fait, on sait un petit peu, hein, donc et encore une fois, j'ai essayé de mener le débat ici en essayant d'être un peu provoquant, parce que bien évidemment, on va répondre.
on va avoir une idée. Mais il ne faut pas s'aventurer dans la prédiction de ce qu'on va pouvoir faire. En tout cas, aujourd'hui, par exemple, dans ventricule droit à double issue, c'est un sujet très important, très très important de savoir ce qu'on peut proposer parce que les risques, le timing et les risques de mortalité, de morbidité et de réopération n'ont rien à voir en fonction des stratégies. Mais on peut faire plus simple. J'ai mis atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire. Prédire les palliations qui précéderont la réparation de la malformation, voir que la cardiopathie sera réparable, ça reste aussi extrêmement compliqué. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire dans le diagnostic prénatal. Et donc, ce que j'espère vous avoir dit ce soir, c'est qu'il ne faut pas manipuler les informations comme des choses génériques. Il ne faut pas dire c'est un VU, c'est une transpo, c'est une atrésie machin, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et ça, c'est vrai en prénatal, mais c'est aussi très vrai après. Donc, le diagnostic doit être d'une grande précision. Et aujourd'hui, le diagnostic prénatal reste une technique d'une très grande imprécision. Donc, ce n'est pas de la cardiologie fœtale, c'est de l'imagerie, c'est de l'échographie. Et donc, il faut prendre l'échographie, quelle que soit la qualité des experts qui la font, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une technique imprécise et qui ne permet pas d'être totalement prédictive. Et il faut manipuler ces informations avec circonspection avant la naissance. Je vais être obligé de m'arrêter là. Est-ce que vous avez encore un commentaire ou une discussion? Le sujet d'après, on pourra éventuellement en faire un séminaire parce que c'était sur l'impact du diagnostic prénatal, qui est peut-être le seul impact positif sur justement le neurodéveloppement, mais on verra que ça suggère aussi un certain nombre de réflexions organisationnelles. Question, on s'arrête. On va boire l'apéritif. Vous m'entendez toujours? Oui. Merci beaucoup en tout cas. Donc, alors je ne sais pas si ça vous convient comme système de discussion. Le format est très bien. à s'adapter. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est intéressant. Donc, si ça vous convient, à ce moment-là, il faut que ça soit justement interactif avec un échange entre vous et nous. Pour un certain nombre d'entre vous, vous n'avez pas fait de cardiologie congénitale en stage, donc il y a des choses qui sont parfois un petit peu difficiles. Ce soir, il y avait un peu plus je dirais, de philosophie de philosophie médicale, même si c'est fondé sur des datas, que dans d'autres séminaires. Donc, si ça vous convient, à ce moment-là, je ne sais pas si je ferai un petit questionnaire pour voir, mais à ce moment-là, on va continuer et les différents universitaires français prendront la main. Normalement, Philippe Accard en a prévu un. Je vais lui envoyer le mailing avec la liste de ceux qui sont en FST ou de ceux qui sont rattachés d'une façon ou d'une autre. Et ce sera lui la prochaine fois. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais vous devez peut-être déjà la voir. Voilà. Et puis après, le reste du programme, on essaiera de le faire de façon assez rythmée pendant cette année. Et puis, vous n'hésitez pas à nous dire des sujets qui vous intéresseraient, dont vous voudriez qu'on parle dans ces séances-là, qui seront des séances dédiées pour vous. Bon, mesdames et messieurs, Parfait. bonsoir. À une prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir.